Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a l'extrait de la deuxième partie de notre entrevue avec Jérémy Gagnon-Laparé. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications et le lien vers le podcast est dans la description juste en dessous. Donc dans l'extrait d'aujourd'hui, Jérémy nous raconte pourquoi ses 3 premières années dans le monde professionnel ont été aussi difficiles et restez bien attentifs jusqu'à la fin parce qu'il nous donne un des outils qu'il a utilisé pour s'en sortir. C'est quoi les circonstances et la pression que tu vivais? Est-ce que tu peux nous raconter ça Ouais, pour qu'on puisse bien comprendre comment ça s'est passé? ouais. Je pense que déjà, premier truc qui est important à mentionner, c'est que entre la première et la deuxième année, il y a eu un gros changement au niveau du personnel des joueurs. OK. Le coach est resté le même, mais les joueurs ont beaucoup changé. Puis là où la première année, il y avait, je veux dire, moins de concurrence au poste où je jouais. Mon poste Mhm. était mieux de terrain. J'ai joué Ouais. aussi comme défenseur latéral. À partir de la deuxième année, je dirais, un petit peu la première année, mais plus la deuxième année, justement à cause de la concurrence qui était présente au milieu de terrain. Mhm. C'était pas juste une question de il y avait plus de joueurs à ce poste-là, c'était aussi qu'il y avait plus de joueurs avec beaucoup d'expérience puis avec de la Hmm. qualité. Est-ce que tu peux juste me rappeler des noms? Parce que moi, Ouais, franchement, ces années-là, comme j'étais pas dans ce groupe, genre, j'ai les joueurs en tête, mais je pourrais pas dire quel joueur était là quelle année. Donc, la deuxième année, il y avait qui au ouais. milieu de terrain? Il y avait Marco Donadel, OK. il y avait Nigel Reo-Coker, OK. il y avait Patrice qui était là. Encore? Oui. Est-ce Ouais. qu'il y avait Bernardello? Euh, oui, il y avait Bernardello. Ouais, ça commence à faire beaucoup, là. Il y avait, il y avait déjà, on a déjà 4 joueurs qui sont solidement ancrés devant moi au niveau de la hiérarchie Hum, pour hum, maximum 2 positions, on s'entend, tu sais. mhm. Puis à ça, je peux rajouter Nacho Piatti, qui jouait parfois comme milieu offensif, Ouais. qui enlève toute Ah ouais. possibilité, tu sais, quand il joue à ce poste-là. Ouais, Ouais, c'est clair. Il avait son nom écrit sur le 11 avec raison. ouais. Ah, Eric Alexander. Ah ouais. Ah, ce joueur. Je pense au courant de cette année-là, Kyle Baker. OK. Qui joue ouais. Forge aujourd'hui? Ouais, Un qui joue à capitaine de Forge Forge, maintenant, ouais. ouais. Ouais, ouais, donc ça donne un peu un portrait, tu sais, par exemple, mettons, pour te donner une idée, Eric Alexander, qui arrivait d'une position de titulaire, je pense, avec New York Red Bulls quand il est Mhm. arrivé, il y avait quasiment 0 minutes. Il Ouais. était souvent dans les estrades Ah ouais. cette Et saison-là. puis je Donc, me ça donne rappelle un qu'il peu une idée, jouait, tu sais. des fois il redescendait jouer avec nous quand Ouais. c'était des matchs à domicile. Donc ça, c'est le premier truc, je pense, je dirais, la compétition, puis juste en termes de nombre, c'est juste pas équivalent à la première année où est-ce que là, s'il y avait un blessé, 2 blessés, tu sais, c'était rapidement moi qui rentrais dans l'équation. La deuxième année, c'était, je pense en plus, il y a eu très peu de blessés, donc Mhm. c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Après ça, il y a eu tout est rattaché, je pense, mais le fait qu'il y avait beaucoup de nombres au milieu, ça fait en sorte que j'ai commencé à presque toujours m'entraîner à un autre poste qui a été défenseur latéral. Puis ça, c'est une position où j'ai été mis, je dirais presque par défaut, juste parce que euh, j'étais capable de jouer. Là, ça sonnait un peu contradictoire, mais je suis pas quelqu'un de rapide du tout. Mhm. Un peu comme toi, John. Ah! J'étais capable de jouer à ce poste-là, mais c'était pas naturel parce que jamais au courant de ma formation, j'ai été utilisé comme Mhm. défenseur latéral. Donc ça a été à moi d'apprendre sur le moment. Puis dans un environnement qui est compliqué pour apprendre une nouvelle position. Tu sais, c'est pas comme si tu étais mis avec en 1-18, le coach dit on va t'essayer aujourd'hui Ouais, un ouais, allié ou c'est clair. défenseur latéral. Il y a aussi des joueurs qui jouent défenseur latéral qui veulent pas que je prenne leur position. Ouais, t'es en compétition Puis avec des vrais latéraux en plus. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que l'idée, c'était jamais vraiment de me convertir comme défenseur latéral. C'était juste que d'un point de vue nombre, quand on faisait des oppositions 11 contre 11 en entraînement, et même là, il n'y avait pas assez de, il y avait pas assez de place disponible au milieu. Donc, il fallait on me relocalise. Puis ça a été comme défenseur latéral où
plus souvent qu'autrement j'ai dû jouer. Donc, je pense que ça, c'est la deuxième raison qui a OK. compliqué les choses. Euh, Puis après, je reviendrai plus général, mais mentalement, de gérer ces difficultés-là, puis ces challenges-là, je pense que Hmm. ça a été comme trop gros pour moi. Puis c'était comme un peu un cercle vicieux, tu sais, comme je jouais à un nouveau poste, j'avais moins de succès. Comme j'avais moins de succès, j'avais des moins bons commentaires ou moins souvent des commentaires positifs, hein. Je pense que je le dirais plus comme ça. Mhm. Parce que des commentaires négatifs, il y en a tout le temps, peu importe si tu joues bien ou si tu joues moins bien. C'est juste la réalité Ouais. du milieu. Mais c'est ça, je pense que moi-même, je me suis laissé m'enfoncer personnellement, même si je pense que d'un point de vue neutre, je faisais pas mal, tu sais, en considérant encore le fait que j'étais relativement jeune, le plus jeune dans le groupe, tu sais. Mhm. Mais moi, de mon côté, j'arrivais moins à voir la lumière au bout du tunnel, tu sais, de me dire, ah, là, je vais pouvoir recommencer à jouer. Puis, OK, relié à ça, il y a aussi le fait que dans cette saison-là, je pense que j'ai eu 2 apparitions avec la première équipe pendant toute la saison. 2 fois des entrées comme remplaçant. Tu es quelqu'un qui est quand même dur avec toi, qui est dur avec lui-même. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ouais. Mais tu penses que c'est possible, franchement, de pas tomber dans ce cercle vicieux-là? Parce que le truc, c'est que tu es quand même là au quotidien. Et le foot, c'est quand Mhm. même, c'est un truc dont je me rends de plus en plus compte. Comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, les émotions sont super importantes dans le foot. Mhm. Et quand ben, tu es en compétition, donc ça, beaucoup de concurrence à ton poste, ça, tu peux le comprendre. OK, je suis beaucoup de Mhm. concurrence à mon poste, je suis jeune. On met un nouveau poste. Mhm. Avec le bon état d'esprit, tu peux ne pas te braquer. Parce qu'il y a des joueurs qui vont se dire, attends, c'est quoi ça? C'est une folie, pourquoi tu me mets là? Ça se fait pas, un manque de Ouais. respect. OK. T'es pas dans ce mood-là. Ouais. Toi, tu te dis, hey, on me donne l'opportunité d'apprendre un nouveau poste. C'est quoi? Je vais juste Mhm. essayer de faire le mieux possible à ce poste-là. Sauf qu'on te met à un nouveau poste où t'as pas toutes les qualités requises parce que l'intelligence, on va dire, dont tu fais preuve au milieu de terrain et l'intelligence sur le côté, c'est pas elle a pas le même poids. Quand tu es Mhm. joueur de côté, des fois, les qualités physiques pèsent un peu plus lourd dans la balance et tu as moins de réussite au quotidien. Donc, je me dis, une séance, 2 séances, 3 séances, 4, 5, 10, tu es à 15 séances de suite où tu sors jamais en te disant, eh, le sentiment que tu avais la saison passée, la saison d'avant, le sentiment de, eh, je suis Ouais. à ma place, je suis bon, Mhm. et les autres joueurs qui jouent à mon Mhm. poste, je peux les regarder dans les yeux. Mhm. Quand ça fait 1, 2, 3, 4 semaines, un mois, 2 mois que tu n'as pas eu ce sentiment-là, est-ce que c'est possible de rester positif quand concrètement, en fait, il y a rien de positif qui se passe pour toi. Les performances sont pas bonnes. En plus, tu n'as pas de temps de jeu. Ouais. Ouais, ben c'est là où je pense que c'est plus facile maintenant de comprendre pourquoi j'étais dans cet état d'esprit-là après la fin de mon Hmm, passage à Montréal. Pourquoi je me disais, est-ce que j'ai vraiment ma place ici, tu sais? Est-ce que j'ai ma place dans ce milieu-là? hmm, Est-ce que même je mérite de me retrouver ici, tu sais, d'être hmm, à ce niveau-là? Je pense que tout ça, ça témoigne de la façon dont je me sentais, puis l'accumulation de ces sentiments-là, comme tu le dis bien, au quotidien, tu sais. C'est dur parce que des fois, dans une saison, tu vas avoir des hauts et des bas. C'est garanti. Il n'y a personne qui fait, à moins que tu sois un joueur. ouais, ouais, Même les joueurs exceptionnels, hein, ils vont, pour leur standard, ils vont avoir des moments où est-ce qu'ils vont être en frustration, tu sais. c'est clair. Mais quand tu as une saison complète, ajoute à ça 2 saisons complètes, parce que la troisième saison, c'est la même chose. J'ai eu, je pense, une apparition en dernière Hmm, saison. Une apparition en coupe, comme diraient les Français, en championnat canadien. ouais. Un match où je suis utilisé comme défenseur latéral dans dans un derby contre Toronto, où est-ce c'est la première fois que je joue avec ces joueurs-là depuis presque un an. Tu Mhm. peux dire que tu t'entraînes avec eux, oui, mais Non, mais les genre, matchs, il n'y c'est a pas rien vrai comme les que je matchs. développe des relations avec les joueurs qui sont titulaires. Tu sais. Euh, et puis ce match-là, je me fais sortir au bout de
pense, 80 minutes, puis on tire de l'arrière 4-0. Ouais. Donc, quand tu une aussi longue phase comme ça, je pense que ça devient normal de, de se poser ces questions-là, puis normal d'être dans cet état d'esprit-là. Quand au début, tu me disais, ouais, j'avais peut-être pas ce qu'il fallait mentalement et tout, je me dis, il faut un spécimen Ouais, mental. Et encore là, je sais pas, parce que même les spécimens mentaux, à un moment donné, la confiance, elle peut pas être que basée sur du vent, en fait. Elle doit être aussi ouais. basée sur des choses que tu arrives à faire. Il faut que ça soit accompagné de performance. Hmm, Il y a rien sans ça, tu sais. exact. Puis moi, c'est là où est-ce que je trouve que j'ai été un peu faible, c'est que oui, je t'ai mis dans ce, donc sous cette pression-là, puis dans ces circonstances-là. Mais je pense que moi, à l'intérieur de tout ça, je me suis perdu moi-même. C'est là Ok, où est-ce que j'ai dû me redécouvrir comme personne. je Parce vois. que moi-même, j'arrivais plus à faire les performances que je devais faire selon mes qualités. Ok. Puis c'est ça que j'arrivais pas à faire, puis c'est ça qui était de plus en plus frustrant. Je pense qu'il participait encore plus au cercle vicieux. Je pense que il y a rien de abstrait qui peut sortir quelqu'un d'une situation comme ça. Puis la façon dont j'ai réussi à m'en sortir, euh, encore là, c'est dur de donner des trucs, mais moi, comment Mais j'ai eu de toute façon, l'impression que je pouvais travailler. tu te bases sur ton vécu. C'est pas, Ouais, t'es pas ouais, payé pour ouais, ça. Donc, de toute façon, si, si ouais. quelqu'un essaie ce que tu dis et que ça fonctionne pas, c'est son problème. Ouais, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup c'est drôle à des podcasts. J'ai commencé à Ok. écouter beaucoup de discussions de podcasts, dont qui m'a suivi beaucoup. C'était un psychologue sportif qui s'appelle Michael Gervais, qui Ok. travaille avec les Seahawks de Seattle, l'équipe de Ok. football. C'est en anglais? Puis qui Oui, travaille, j'imagine. ouais, ouais. Le podcast s'appelle Finding Mastery. Ok. Euh, Puis, il a travaillé avec plusieurs athlètes. Il a commencé à parler d'un cours qu'il donnait en ligne sur les gens qui cherchaient à pousser plus loin de façon individuelle. En gros, le cours, c'était vraiment un truc pour apprendre à, à mieux se connaître. De mieux me connaître, ça m'a permis d'être plus capable d'effacer les sons puis les paroles qui étaient un petit peu moins constructives. Là, j'y vais vraiment un survol de très haut. Là. Mais les trucs concrets et pratiques que j'en ai tirés, c'est vraiment l'application de la visualisation. Puis la Ok. raison pourquoi ça, j'en avais déjà entendu parler plusieurs fois avant Moi de faire aussi. ce programme-là. Mhm. Mais la raison pourquoi là, ça a été plus fort, c'est que j'ai l'impression d'avoir compris l'objectif, puis ce que ça pouvait t'amener. En fait, quand tu fais de la visualisation, tu as la possibilité de te voir dans n'importe quelle situation, de le faire sans fatigue, puis de le faire sans conséquence. Mhm. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup travailler là-dessus, à travailler sur, en résumé, j'essaie de résumer parce que je peux pas être pendant vraiment très longtemps, euh, de me voir en train d'exécuter les situations où est-ce que je sentais que l'élément de stress ou l'élément de ah là, il faut pas que je fasse une erreur à ce moment-là était le plus fort. Ok. Puis à me voir constamment en essayant de modifier tel et tel élément, c'est-à-dire, moi, beaucoup, c'était la façon dont ça se représentait pour situer les gens, c'est plus euh, quand j'allais recevoir le ballon, puis que, par exemple, j'étais dos au jeu, je savais qu'il y avait de la pression qui s'en venait au milieu de terrain, j'avais toujours la voix qui me disait « Ah là, tu peux pas faire une erreur ». Hmm. Puis c'est juste de revoir ces situations-là, puis d'essayer de, de les voir, puis de les revoir, puis de les revoir, puis d'accepter de les réussir.
d'être confortable la situation où tu te donnes la permission de réussir. Puis là, on peut rentrer dans des trucs plus abstraits, mais en gros, c'est vraiment ça. Puis ça peut paraître stupide, mais c'est vraiment de me voir en train de réussir les choses que je me sentais inconfortable de réussir dans le feu de l'action. Tu as mis combien de temps à réussir à avoir une visualisation efficace? Je vais être très honnête, je peux pas te dire un temps. Ça a OK. été, ça a été beaucoup de temps, mais en même temps, je peux dire que rapidement, euh, j'ai commencé à sentir que c'était pertinent, mettons, par rapport à l'entraînement que je faisais. OK. J'ai commencé à voir des résultats, des moments où est-ce que je me sentais euh, complètement libéré de ces démons-là, tu sais, Mmh. quand j'étais sur le terrain.